Nous ne croyons pas parce que le Camerounais ne maîtrise pas les rouages politiques de notre pays et non plus les systèmes de la corruption de notre pays. Je ne pense pas. Et donc, Félix Tshisekedi le faisait et donc il passerait outre mettre à la tête de l'Agence nationale à la lutte contre la corruption un étranger qui ne maîtrise ou pas le fonctionnement de notre système corrompu. Vous mettez quelqu'un de lui-même au départ est corrompu ou corrupteur et donc c'est déjà parti pour un échec. Voilà pourquoi cela ne suffit pas d'avoir tout simplement une structure. Pourquoi? Parce que nous connaissons dans notre pays l'existence de structures de façade. Nous avons besoin que les personnes qui seront promises à diriger en fait cette agence soient des personnes modèles. Vous savez, dans notre pays, vous avez des professeurs mais corrompus. Lui-même, le Zolo Bambi, pourquoi il n'avait pas démissionné quand il a constaté qu'il y a des dossiers qu'il essaie de présenter à la justice et que la justice bloque? Les massacres de Beni, de Yumbi, de fausses commis des Maluku, la mort des experts des Nations Unies, la mort d'Arma Tungulu, et tous les compatriotes qui ont été enlevé, tué sans suite jusqu'à aujourd'hui, M. Kabila aurait bien eu sa place en prison. Bonjour, bonsoir, fidèles internautes du www.pluscare Télévision, vous nous suivez de partout. Merci pour la confiance que vous renouvelez à votre chaîne de vérité. Continuez vraiment à vous abonner massivement pour ne pas rater l'actualité politique qui fait souvent couler beaucoup d'encre et salive. Voilà, aujourd'hui, j'ai un réel plaisir pour moi de recevoir pour vous, il s'appelle Grace Tchounza, qui est le coordonnateur de la dynamique Impunité Zéro. C'est avec lui, comme d'habitude, que nous allons parler de ce qui se passe, ce qui s'est dit comme impunité dans notre République démocratique du Congo. Sans plus tarder, je dis bonjour Grace Tchounza. Bonjour madame la journaliste. Voilà, d'entrée de jeu, nous sommes dans l'obligation de répondre à la question des internautes qui nous ont posé la question de savoir pourquoi dans notre émission Impunité, où nous parlons de l'impunité, nous faisons l'émission qui est en français ou les peut-être exprimée dans notre langue lingala. Bon, en fait, il faudrait que nos téléspectateurs comprennent que la lutte contre l'impunité est au-delà de nos frontières. La lutte contre l'impunité est une affaire de tous. La lutte contre l'impunité est le combat du monde entier. Il faudrait que tout le monde entier s'implique dans ce combat contre l'impunité et la corruption, comme ils se sont impliqués aujourd'hui sur le concept Covid-19. Raison pour laquelle nous faisons cette émission en français, parce que tout le monde a besoin de nous suivre. Le diplomate, les organisations internationales des droits de l'homme, personne ne doit l'ignorer, s'impliquent beaucoup pour l'avènement d'un état de droit en Afrique et surtout en République démocratique du Congo. Et ces organisations-là, vous avez la plupart d'entre eux, ne parlent pas en lingala et parfois ne comprennent pas notre langue, qui est lingala. Voilà pourquoi... et certains, ceux qui sont certains diplomates qui nous accompagnent, il faudra être aussi honnête. La question de l'état des droits de l'homme n'a pas de nationalité, n'a pas de race, n'a pas de religion. C'est une question multidimensionnelle. Voilà pourquoi nous sommes coincés, chers spectateurs, de faire cette émission qu'en français. Merci beaucoup, Cordon Grace Tchounza. Ta réaction, votre réaction, s'il vous plaît, par rapport à la création d'une nouvelle agence de lutte contre la corruption? Bon, en fait, ce Camerounais est venu pour essayer d'élaborer quelques textes
qui régirait l'Agence nationale de la lutte contre la corruption. Bon, en fait, je ne sais pas dire d'emblée que le président l'a choisi sous prétexte qu'il n'y aurait pas eu les personnes compétentes dans ces pays. Bon, il a sa façon de voir des choses, mais nous ne croyons pas, parce que le Camerounais ne maîtrise pas les rouages politiques de notre pays et non plus le système de la corruption de notre pays. Je ne pense pas. Et donc, Félix Tshisekedi le faisait et donc il passerait outre mettre à la tête de l'Agence nationale à la lutte contre la corruption un étranger qui ne maîtrise ou pas le fonctionnement de notre système corrompu. Il est vrai que selon ce que je lis ici à Politico.cd, que le Camerounais est venu sous la demande de PNUD. Le PNUD qui l'a fait parvenir, parce qu'il faudra savoir que les organisations internationales et certains gouvernements du monde pensent réellement ce qu'ils pensent investir en République démocratique du Congo, qui ont plus de retenue pour le faire, pensent que le combat contre la corruption pourrait débloquer la bonne gouvernance. Voilà pourquoi il va s'impliquer et mettre aussi des moyens et de la logistique pour que cette agence puisse bien mener son combat. Alors, voilà pourquoi c'est le PNUD qui a fait parvenir, selon ce que je lis, je répète, sur Politico.cd, le Camerounais qui a eu un entretien avec le président de la République et qui aujourd'hui, comme la population sait le commenter à sa manière, dit, bon, Félix Tshisekedi veut nommer un Camerounais à la tête. S'il va nommer un Camerounais à la tête de cette agence, on ne se recommande pas, mais nous savons que cette initiative, il y a certains Congolais qui ont milité pour que réellement qu'il y ait une structure de la création, une structure de la lutte contre la corruption dans notre pays. Et je vous rappelle même que M. Vital Kamerhe en avait acquis réception dans les services courriers. Nous sommes le 5 mai 2019, avant même que le gouvernement soit installé. J'avais, moi, grâce Tchounza, avec la dynamique impunité zéro, conçu un projet pour la création d'un ministère de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. J'ai l'accusé de réception. Vous avez vu que j'avais partagé même lorsque l'agence a été créée pour dire, bon, une fois de plus, quand même, je peux dire que mes propositions étaient prises en compte à la création de cette agence. Nous avions proposé, nous avons des éléments pour que cette agence-là soit créée. Nous avons essayé de proposer la création, bien que le président a parlé de l'ordonnance où parle de l'agence de prévoyance et lutte contre la corruption. Nous parlions d'un ministère de la bonne gouvernance et lutte contre la corruption. C'est presque la même chose. Et aujourd'hui, cette structure existe pour nous, c'est-à-dire il y a des gens qui sont animés d'un souci de faire avancer les choses dans ces pays et essaient de proposer de pertinentes solutions pour que la prise en compte de ces solutions dans les questions d'État puisse changer les choses. Alors, la création de l'agence de prévoyance et lutte contre la corruption dans notre pays croise des satisfactions de la dynamique impunité zéro, mais aussi, cela ne suffit pas. Il faudrait que le président de la République soit rigoureux dans la nomination de dirigeants de cette agence. Parce que la corruption, c'est un état d'esprit. Le combat contre la corruption doit être un combat désintéressé. Si vous mettez quelqu'un de lui-même au départ corrompu ou corrupteur, et donc c'est déjà parti pour un échec. Voilà pourquoi cela ne suffit pas d'avoir tout simplement une structure. Pourquoi? Parce que nous connaissons dans notre pays l'existence de structures de façade. Nous avons besoin que les personnes qui seront promises à diriger en fait cette agence soient des personnes modèles, désintéressées et qui doivent être irréprochables.
Pensez-vous que ça va marcher? Parce que l'autre fois, c'était avec le professeur. Vous savez, le professeur Luzolo Bambi, peut-être qu'il avait la volonté, mais il n'avait pas une liberté d'esprit. Vous savez, dans notre pays, vous avez des professeurs, mais corrompus. Lui-même, Luzolo Bambi, pourquoi il n'avait pas démissionné quand il a constaté qu'il y a des dossiers qu'il essaie de présenter à la justice et que la justice bloque? Moi, je pense que ce n'était pas question de la volonté, c'était question de la volonté pour que le professeur Luzolo Bambi n'accomplisse pas sa mission. S'il était réellement animé de l'esprit de changer des choses, il devait démissionner. Et parce qu'il n'avait pas démissionné, c'est parce qu'il savait qu'il était dans un système de façade, qu'il faudrait que même cette agence, le combat qu'il devait mener devait être soudoyé, parce que lui-même, il en a accepté. Voilà pourquoi, cette fois-ci, nous demandons au président Félix Tshisekedi, parce que cette agence a une compétence nationale et va fonctionner comme l'agence nationale des renseignements, d'être rigoureux, j'insiste, à la désignation des dirigeants de cette agence. Parce que si nous voulons réellement que la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption soit installée à travers la lutte contre la corruption, il faudrait que les personnes eux-mêmes soient seules qui veulent réellement à l'existence réellement de ce combat de la lutte contre la corruption. Donc voilà. Merci beaucoup, Cordon Tchunzaï. Deuxième question, c'est en rapport avec le procès de Vital Kamerhe qui débute le 11 prochain, donc le 11 mai. Votre regard par rapport à la justice, pensez-vous vraiment que la justice fera son travail? Bon, jusque-là, nous continuons à faire confiance à la justice, madame, parce que la nomination de hauts magistrats, vous le savez, je peux vous envoyer un point de presse que je tenais le 2 janvier 2020. Nous avions mené un combat tout au long de l'année 2019 pour qu'il y ait réforme au niveau des institutions judiciaires. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a quand même tenu compte de nos multiples demandes. Je parlerai des combats menés avec le CLC, bien sûr. Je vais mener ces combats avec le CLC d'autres forces de la société et je vais tenir un point de presse le 2 janvier 2020. Et peu de temps, le président de la République a nommé le haut magistrat. Et ce qui veut dire que notre demande a été acceptée. Et maintenant, pour la première fois, nous avons quand même les autorités, le DG, le directeur de cabinet, le ministre, etc., puissent faire l'objet des interpellations à la justice. Et donc, nous pouvons toujours faire confiance à la justice. Nous continuons à la faire confiance parce que nous croyons réellement que cette fois-ci, plus rien ne sera comme avant parce que le peuple observe avec beaucoup d'attention l'évolution de ces dossiers. Et nous n'allons pas nous laisser faire. Nous demandons tout simplement que la justice puisse faire son travail. La justice doit réellement réaliser qu'il est le troisième pouvoir, l'un des trois pouvoirs qui existent dans notre pays et a l'autonomie de gestion et de décision. Voilà pourquoi nous demanderons à ce que le juge qui sont la composition de ces dossiers, qui va traiter les dossiers Vital Kamerhe et consorts, puisse être animé de l'esprit de bravoure, de l'esprit de détermination, de l'esprit de la réalisation d'un état de droit. Car, dit-on, la justice lève une nation. Madame, c'est ce que nous l'avions dit dans le message de la dynamique impunité zéro, c'est notre slogan. La lutte contre l'impunité est une nécessité pour débloquer la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Et cette lutte est une affaire de tous.
Voilà pourquoi cette lutte, nous la menons ensemble en connivence avec la justice. Moi-même, je fais un effort de sensibiliser nos concitoyens, de sensibiliser nos populations pour pouvoir soutenir le magistrat qui ont bravé la peur pour instruire le dossier tel que celui-ci. Vous savez, monsieur Vital Kamerhe a voulu intimider le magistrat ce jour-là. Je me rappelle, nous étions le 8. Quoi, en demandant la liberté provisoire le 8 avril, au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete, il a voulu montrer que lui, il était un directeur de cabinet. Il s'est amené avec ce militant et des dupes de la garde républicaine, la police y compris, mais le magistrat... Est-ce que c'est interdit? C'est pas interdit? Non, mais il était convoqué à la justice, mais il ne pouvait pas amener ces militants, madame. C'est aller au-delà de valeurs que nous défendons tous. Le magistrat instructeur a décidé et Vital Kamerhe est allé en prison. C'est ce que nous demandons en fait à tous les magistrats. Parce qu'ils sont investis d'un pouvoir d'instruire à charge ou à décharge. Mais s'il arrivait que le magistrat instruit à charge, peu importe votre qualité, peu importe votre titre, vous savez bien, si le magistrat est animé à réaliser que vous avez commis des infractions, il instruit à charge, il fixe le dossier, il vous arrête pour un mandat d'arrêt provisoire, il vous envoie en prison. C'est ce que nous demandons. C'est ça même la réalité d'un état de droit. En fait, dans un état de droit, nous voulons aussi voir l'application de l'exception des défauts de pertinence de la qualité officielle. Vous savez, vous avez certains magistrats, en fait certains députés et sénateurs et certains membres du gouvernement qui sont bénéficiaires des inviolabilités et des immunités. Pour pouvoir les poursuivre, il faudrait toute une procédure, demander à l'Assemblée nationale de lever des immunités. Ça prend toute une année, parfois voire 10 ans, sans que la personne soit poursuivie. Mais dans un état de droit, moi j'entends voir un magistrat. Je pense que nous sommes en train de travailler pour que les magistrats, on arrive là. Un magistrat qui arrête un sénateur, qui arrête un député, qui réalise que l'infraction commise par le porteur des immunités échappe au principe, en fait, au principe et que le magistrat puisse évoquer, séance tenante, l'exception de défaut de pertinence de la qualité officielle, tel que ça peut être évoqué à la Cour pénale internationale, tel que défini aussi pour certains crimes bien définis par le statut de Rome. Nous voulons également que, étant membre aussi de ces statuts de Rome, que ce principe soit appliqué en République démocratique du Congo. Pourquoi? C'est là que nous allons réussir aussi à vaincre l'impunité. Parce que vous savez, ceux qui sont bénéficiaires de l'impunité, la plupart d'entre eux, ce sont des sénateurs, ce sont des députés, des ministres, et qui sont là tout simplement, et le magistrat n'a pas le courage d'instruire contre eux parce que il se dit, ils ont les immunités, ils ont la majorité au Parlement, ce serait difficile que ces immunités soient levées et que je puisse engager une poursuite. Dans cette hypothèse, on peut aussi créer des jurisprudences de droit et des jurisprudences à raison. Vous invoquez défaut de pertinence de la qualité officielle. Par exemple, le cas d'André Kimbuta. André Kimbuta est aujourd'hui sénateur, mais qui, avant qu'il quitte le gouvernorat de la ville de Kinshasa, il a laissé beaucoup de dettes qui n'ont rien réalisé en République démocratique du Congo, tout comme dans la ville-province de Kinshasa. Il n'a même construit aucune route. Alors, il en a laissé 62 millions de dollars
des dettes à la ville-province de Kinshasa. Mais nous disons, vous avez un tel monsieur qui y a pris l'argent au nom de l'État congolais et il en a fait sien, il en a fait ce qu'il a voulu faire, c'est construire des immeubles, c'est construire des entreprises avec sa famille et il est là sénateur. Vous avez les magistrats qui ne savent pas comment le poursuivre. Pourquoi? Parce qu'il a les immunités. Mais dans les cas sous examen, nous attendons un magistrat courageux, un magistrat qui dit, bon, vos immunités ne seront pas levées, alors nous invoquons dans cette hypothèse défaut de pertinence de la qualité officielle et ce serait une situation de droit parce qu'il y a eu quand même un abus du pouvoir réalisé par le gouverneur Kimbuta à son temps. Mais il a, par exemple, le dossier des taxes non justifiées. Par exemple, vous avez taxe Kimbuta. Mais madame, nous étions dans quel pays sous Kabila? Vous avez le frère Kimbuta dans différentes écoles de la ville de Kinshasa. Mais aujourd'hui, ce monsieur est là, il est sénateur et il savait que ça peut être le cas si... si Kabila a quitté le pouvoir, ils se sont donné des postes dans les hémicycles pour échapper à des poursuites judiciaires. Mais vous savez, dans un état de droit, la question fondamentale, c'est l'objectivité des décisions judiciaires. Nous voulons voir le magistrat courageux qui vont interpeller le ministre, le député, le sénateur, qui ont commis des crimes dans ces pays, qui ont détourné l'argent de l'État dans ces pays, qui ont volé dans ces pays, fait l'objet de poursuites judiciaires et de condamnations. Même ceux qui ont violé la Constitution, je crois. Même quand je vous dis le violateur même de la Constitution, c'est lui qui a violé intentionnellement de plusieurs fois la Constitution du pays. Vous avez Joseph Kabila. Et Joseph Kabila, comme j'ai l'habitude de vous dire, moi mon combat, le combat que je mène avec le militant de la dynamique impunité zéro à travers la République démocratique du Congo, c'est un combat immatériel qui ne s'attaque pas à des individus, mais qui vise à protéger à tout prix les valeurs. Quand je vous dis Kabila a sa place en prison, Kabila, étant donné qu'il ne va jamais justifier ces titres miniers, étant donné qu'il ne va jamais justifier les massacres de Beni, de Yumbi, de fausses commis des Maluku, la mort des experts des Nations Unies, la mort d'Arma Tungulu et tous les compatriotes qui ont été enlevés, tués sans suite jusqu'à aujourd'hui, M. Kabila aurait bien sa place en prison. Alors c'est question maintenant d'avoir des personnes courageuses au niveau des institutions judiciaires qui vont dormir et se réveiller un bon matin, dire, bon, monsieur Kabila, venez répondre à telle question, et s'il ne répond pas bien, comme ce fut le cas de Vital Kamerhe, mandat d'arrêt provisoire et le dossier commence. C'est comme ça que nous voulons, en fait, parce que, je peux dire, Tokola la pe Tokola mukamukolango, Congo pe et Koku Fate, Likolo pe Kokitate parce que Bakangi Kabila. En rapport avec la réforme des institutions, telle que vous venez de dire, par rapport à la justice, êtes-vous du même point de vue que le président Martin Fayulu qui propose une réforme des institutions pour que tout ceci les a sauté, hein, c'est ça? Bon, je ne peux pas dire que je suis contre Martin Fayulu, non plus je suis pour lui, parce que non plus je suis pas pour lui, et je ne suis pas non plus contre lui, mais ces questions, je n'ai jamais vu sa proposition, il fallait que je voie sa proposition, mais si c'est à sa qualité d'un citoyen qui veut réellement
l'avènement d'une bonne gouvernance en République démocratique du Congo et qui propose une réforme institutionnelle comme je les propose aussi moi, pourquoi ne pas être d'accord avec lui? Nous sommes d'accord si réellement cette réforme viserait la bonne gouvernance en République démocratique du Congo, viserait la lutte contre la corruption et l'impunité, rien que la sauvegarde de valeurs et des intérêts généraux en République démocratique du Congo. Je pense que nous sommes d'accord avec lui. Voilà, pour finir, votre élite va en connivence avec la justice. La dernière fois, au cours de la précédente émission, vous aurez, et ça c'était votre souhait, lorsque le président de l'INC, l'honorable Vital Kamerhe, a proposé ou soit a demandé une liberté provisoire, votre souhait était de ne pas lui accorder. Aujourd'hui, le DG de la Rabobank, qui a été interpellé toujours dans le contexte de l'affaire 100 jours des programmes d'urgence du président de la République, vient d'obtenir une liberté provisoire. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? L'État des droits fait son travail, la justice double vitesse? Madame, en fait, je ne peux pas diffamer la justice sur cette question. Les DG des entreprises, par exemple les DG de Rabobank, ont leurs obligations qui relèvent de leur service. La Rabobank, c'est une société à part entière. Le programme d'urgence du chef de l'État, c'est un programme ici de l'État congolais. Alors, pour la réalisation de son programme, le président de la République, à travers le tout-puissant directeur, son directeur de cabinet, Vital Kamerhe a proposé réellement, a conclu de façon particulière avec certaines entreprises, notamment la Rabobank, la Samibo, etc. Mais ces entreprises-là ne fonctionnent pas avec le frais de l'État congolais. Et ces entreprises-là n'étaient pas allées demander l'argent de l'État congolais pour leur survie. Mais si, pour que l'État congolais ou la justice retrace ces auteurs qui ont détourné l'argent de l'État, a commencé à pister les traces au niveau de certaines entreprises, notamment la Rabobank, parce que le service que nous vend la Rabobank, c'est décaissement et l'encaissement de l'argent. Il a encaissé, c'est venu de qui? Il a décaissé, l'ordre est venu de qui? C'est ça le travail de la Rabobank. Et la Rabobank ne peut jamais encaisser l'argent s'il n'y a pas un citoyen ou une personne physique ou morale, au nom de la personne morale, qui doit aller auprès d'elle, demander, bon voilà, je veux que tu encaisses mon argent sur mon compte. Ouais. Et s'il faut décaisser, la Rabobank ne peut pas décaisser sans la signature de la personne qui a encaissé. Alors, où est son problème? Il en a encaissé 37 millions, supposé être le frais des programmes d'urgence destinés au programme, à la réalisation des programmes d'urgence des 100 jours du chef de l'État Félix. Il en a décaissé. Et à la fin, on a trouvé que la Rabobank devait justifier pourquoi cet encaissement et pourquoi ces décaissements, pour réellement rendre compte auprès de l'État congolais. Et quand on a trouvé qu'il y avait de l'habit, et c'est Vital Kamerhe qui était à la base de ça, on nous visait en réalité dans les domaines des enquêtes qui relèvent du droit pénal. On peut convoquer tout le monde, mais il y aurait seulement une seule personne qui serait condamnée sur celui qui était commanditaire et exécutant. Mais il faut retenir. Et le DG de la Rabobank, son problème était restituer l'argent. Ouais. Il en a restitué. Où est son problème? Sans pénalité? Non, pénalité si lui, l'État congolais, l'avait confié l'argent pour construire les immeubles pour l'État congolais et le DG de la Rabobank détourne cet argent pour autre chose. Là, c'est lui qui va commettre. C'est Vital Kamerhe qui était le coordonnateur de programme d'urgence. C'est lui qui
a détourné l'argent. Et le DG de la Rabobank n'a fait que réceptionner et décaisser. Donc c'est tout. Alors, c'était ça pour les raisons d'enquête. Et aujourd'hui, ici, il est libre. Moi, ça ne m'étonne pas. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas... il n'avait aucun contrat avec l'État congolais pour qu'il puisse exécuter au nom et pour le compte de l'État congolais, si ce n'était qu'un contrat de service à un durée bien déterminé. Donc la justice a fait son travail. Oui, la justice a fait... Parce que l'exécution des programmes d'urgence ne relevait pas des chefs des entreprises, mais l'exécution relevait, parce que c'est l'État congolais qui faisait ces constructions et les services de l'État qui étaient commis à la surveillance et à l'exécution. Et les services, le DG des entreprises n'ont fait que contracter sur base d'un contrat, bien sûr, de mandat. Et s'ils ont respecté leur contrat de mandat, seulement qu'on constate que la bienvenue auprès de l'autre en fait, partie, où est le mal? La justice estime que bon, ils doivent être libérés, ils sont libérés. Où est le mal? Voilà, merci beaucoup, fidèles internautes de 3W Piscard Télévision. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était là Grace Tchunza, il est coordonnateur de la dynamique Impunité Zéro, à qui je dis merci d'être au plateau de 3W Piscard Télévision. Merci, je vous remercie également, madame. Voilà. Cette émission est terminée, fidèle internaute de 3W Piscard Télévision. Merci à Gonago, chasseur d'images qui a été derrière la caméra. Merci à Christian Bourpaté, le référendum depuis Paris. On se retrouve pour un prochain numéro, toujours sur la chaîne de vérité. Au revoir.